une bonne petite minute avant de commencer à parler. Si vous vous souvenez, on a déjà parlé de H, ensuite on a introduit B, ensuite on a introduit donc phi ou le flux magnétique. Aujourd'hui, on va introduire une nouvelle notion qui est la force magnétique. Donc, il faut bien suivre le séquencement, ce qu'on a dans ce cours, donc de H jusqu'à B, jusqu'au flux magnétique, jusqu'à la force magnétique. Donc, ici, ça c'est très important. Donc, cette partie de force magnétique est très importante. Toujours s'il va y avoir des examens ou des partiels ou n'importe quoi que ce soit, toujours il y a une ou deux questions qui portent sur la force magnétique. Mais avant d'introduire la force magnétique, on va revoir un peu ce que vous savez déjà à propos de la force électrique. Donc la force électrique, celle que vous avez déjà vue avant dans le cours précédent de Dr Mustapha, donc ça c'est la force électrique. Donc ça c'est la force électrique. Si j'ai une particule de charge Q avec ou soumis à une intensité de champ électrique E, il va y avoir par conséquence une force électrique qui a l'équation suivante qui est Q fois E. Q bien sûr n'a pas de sens, n'a pas d'orientation. Donc F, la force électrique était collinéaire avec celle de l'intensité de champ électrique. Donc ça, c'était la force électrique. Si j'ai une particule donc de charge Q, par contre, pour pouvoir créer une force magnétique, il faut que cette particule ou que le point chargé soit en mouvement. Donc, faites attention très bien. Pour nous, pour le cas de la charge magnétique, il faut une particule qui est chargée, mais ça doit être en mouvement, ça doit être in motion. Donc, en mouvement, avec une certaine vitesse, ici, la vitesse est représentée par V. Donc, je répète, dans le cas de la force électrique, ce n'était pas nécessaire que la particule chargée soit en mouvement. Elle peut être donc sans mouvement. Par contre, pour nous, pour pouvoir obtenir une force magnétique, il faut que cette particule chargée soit en mouvement. Donc, il faut qu'il y ait une particule de charge Q en mouvement, c'est-à-dire dotée d'une certaine vitesse V, et qui se trouve dans un champ magnétique de densité de flux B. Il faut bien se rappeler que H est l'intensité du champ magnétique, alors que B, qu'est-ce qu'elle s'appelle? B s'appelle la densité du flux magnétique. Donc, l'unité, c'était en Tesla, si vous vous souvenez. Donc, qu'est-ce qu'on obtient dans ce cas? Regardez très bien à la formule qui peut me définir la force magnétique. Donc, ça, c'est quoi? Donc, ça, c'est la force magnétique. La force magnétique, donc bien sûr avec un vecteur, elle est égale à Q, donc c'est la charge de la particule qui est en mouvement. V, c'est quoi? V, c'est la vitesse de la particule en mouvement, produit vectoriel ici avec B. Donc, c'est quoi B? B, bien sûr, c'est la densité du flux magnétique. Donc, quelle est la conclusion? Quelle est la remarque importante pour la force magnétique? Là-bas, dans le cours précédent d'électrostatique, la force électrique, c'était collinéaire, elle avait la même direction que le champ magnétique E. Par contre, ici, la force magnétique, elle est perpendiculaire à B, donc ça nous fait souvenir aussi de H dans le cas magnétique et de E dans le cas aussi, dans le cas électrique, E est radial alors que H n'est jamais radial. Donc la force magnétique ici est perpendiculaire, donc formé par V. V, c'est quoi? Je répète, c'est la vitesse ou the velocity, donc la vitesse de la particule en charge, de la particule chargée en mouvement, et aussi perpendiculaire à B. Donc la force magnétique ne peut jamais être
parallèles, on ne peut être jamais avoir la même direction ou la même orientation que H ou B. Donc ça, il faut faire attention. Donc, comme vous savez, donc le produit vectoriel, on peut enlever le produit vectoriel et remplacer V vectoriel B par V fois B fois le sinus de l'angle entre les vecteurs V et B, bien sûr. Donc ça, c'est la force magnétique. Donc, si je désire calculer la force totale qui s'exerce sur une particule chargée, qu'est-ce qu'on obtient? Donc, qu'est-ce qu'on obtient dans ce cas? Regardez, faites attention. On obtient, donc ça c'est la force totale. Donc, la force totale, donc ça c'est F total qui s'exerce sur une particule chargée, c'est quoi? Ce n'est autre que la somme de la force électrique et de la force magnétique. Donc, la force électrique est tout simplement la force magnétique est QV vectoriel B. Cette force totale, elle porte le nom du professeur qui a pu obtenir cette formule et elle s'appelle l'équation de Lorentz. Donc, Lorentz, c'est le professeur qui a créé qui a pu combiner la contribution électrique à la contribution magnétique. L'un des dans ce semestre, est-ce qu'on va calculer la force totale, la force, c'est-à-dire qui est la somme entre la force électrique et la force magnétique? Non, pour nous, pour ce semestre, non. On va juste calculer la force magnétique. Mais on ne peut pas à ce stade donner seulement la force magnétique sans avoir donné la force totale qui est la somme de la force électrique et de la force magnétique, parce que sinon, l'année prochaine, donc dans la troisième année, vous pouvez travailler sur donc, la force de Lorentz. Et donc, si je ne vous donne pas ici l'équation, vous allez être surpris comment ils ont combiné ces deux. Donc, ça, c'est la force de Lorentz. Mais nous, pour nous, si vous vous souvenez, le début de ce cours était le suivant. On avait, par exemple, un câble coaxial qui est traversé par un courant I. On avait un fil conducteur infini qui est traversé par un courant I. Donc, il y avait I, il y avait le courant qui rentrait dans tous ces calculs qu'on faisait. Mais par contre, ici, dans cette force magnétique, il n'y a que la charge. Donc, nous, on n'a pas introduit la charge. On n'a pas encore introduit V. Donc, vous allez voir comment on peut modifier cette force magnétique de telle façon à contenir un courant ou des densités de courant. Donc, faites attention comment on va changer. Bien sûr, vous n'êtes pas responsable donc de toute cette démonstration. Il faut juste savoir le calcul final. Mais je donne un peu ce calcul pour voir quel est le lien entre Q, c'est-à-dire charge électrique, et courant ou densité de courant, ceux qui sont importants pour nous dans ce semestre. Donc, dans ce slide, j'explique la force magnétique. Donc ici, je me contente uniquement de la force magnétique. Ce n'est pas la somme entre la force électrique et la force magnétique, c'est tout simplement la force magnétique, mais qui s'exerce sur un élément différentiel ou sur une particule chargée différentielle. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, au lieu de prendre Q, qui est la charge totale, ici, je suis en train de prendre dQ, donc un élément de charge différentielle. Bien sûr, B ne va pas changer, que B, la densité du flux magnétique qui existe dans le milieu. La vélocité, bien sûr, ne va pas changer, ou la vitesse, donc B ne va pas changer. Et comme j'ai pris un élément différentiel de charge dQ, donc qu'est-ce qu'on va obtenir par suite? On va obtenir une force élémentaire ou une force différentielle. Maintenant, quelle est la transition entre Q, dQ et J, par exemple, ou I? Regardez où se passe la transition. Vous savez, depuis le semestre précédent, que la charge Q vaut tout simplement ρV fois V, où V c'est le volume, ce n'est pas la vitesse. Donc, à ne pas confondre entre V vitesse ou speed ou velocity en anglais, et V qui est volume et ρV qui est la charge volumique. Mais ici, qu'est-ce que j'ai pris? Au lieu de prendre Q total, j'ai pris une charge élémentaire.
Donc, dQ est une charge élémentaire. Rho V, donc, ne change pas. Je ne vais pas mettre des rho V, bien sûr. Mais au lieu de mettre le volume total, qu'est-ce que j'ai mis ici? Ici, j'ai mis le volume élémentaire dV. Donc, regardez qu'est-ce qu'on avait. On avait une équation. On avait une équation ici de la force magnétique qui contenait dQ. Donc, on voudrait remplacer dQ par quelque chose qui contient une densité pour pouvoir introduire J, pour pouvoir introduire I. Donc, et qu'est-ce qu'on obtient maintenant? On obtient dF égale à rho V dV, donc j'ai remplacé dQ par rho V dV, V c'est la vitesse, donc je n'ai pas changé, produit vectoriel avec B. Mais il y a une certaine notion, donc je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, mais je vais introduire cette notion. Il y a un courant, donc un courant qu'on appelle, il y a plusieurs types de courants. Il y a un courant qu'on appelle courant de conduction, mais il y a un courant aussi qu'on appelle un courant de convection. Donc, il y a un courant de convection, ce qu'on appelle en anglais the convection current, dans ce cas. Et dans ce cas précisément, donc si j'ai une particule chargée dotée d'une certaine vitesse V, je peux introduire ce qu'on appelle un courant de convection défini par sa densité de courant. Donc, ce n'est pas I directement, par contre, c'est J. J, c'est quoi? Comme je vous ai expliqué avant, J, c'est la densité de courant. Donc, l'unité de J, c'est en ampères par mètre au carré. Donc, dans ce cas, J égale. Donc, J, c'est quoi? Je répète, c'est la densité de courant. Mais de quel courant dans ce cas? Un certain courant qui s'appelle courant de convection, égale à rho V, donc égal à rho V. Donc rho V c'est quoi? C'est donc la charge, donc c'est la densité de charge volumique, c'est rho V qui est multiplié par quoi? Multiplié, je vais éliminer, je vais espacer un peu, par la vitesse. Donc, je répète, il y a plusieurs types de courants, mais l'un des types de courants qui est très connu, si j'ai une particule chargée dotée d'une vitesse V, je peux introduire le courant de convection défini par sa densité de charge J, qui est égale à rho V, donc rho V, celle qui est ici. Donc, faites attention avec moi. Donc, rho V qui est ici, multiplié par la vitesse V, elle peut me définir un courant de convection défini par sa densité de courant J. Donc, qu'est-ce que je peux obtenir? Mais juste une petite remarque. Est-ce que vous allez donner beaucoup d'attention au courant de convection et à tout ça? Non, il faut juste savoir la formule finale, la formule qu'on va utiliser dans les exercices qu'on va traiter, c'est tout. Mais juste pour donner à l'étudiant cette transition entre quelque chose d'électrique et quelque chose de magnétique, entre Q, donc charge électrique, et J et I qui sont dans le cas magnétique. Donc, qu'est-ce qu'on a pu obtenir? On a pu obtenir dans ce cas, faites très attention. Donc, on a pu obtenir, donc ça c'est dF. J'ai enlevé rho V avec V pour mettre J, donc il y a la densité de courant, produit vectoriel, bien sûr, ça va pas pouvoir être éliminé. Donc, produit vectoriel avec B, multiplié par dV, qui est le volume élémentaire. Mais à ce stade, on peut se souvenir de la loi de Biot et Savart. Dans le cas de la loi de Biot et Savart, les deux professeurs français Biot et Savart nous ont donné 3 formules équivalentes dans lesquelles il y a soit I, soit K, soit J. Et pourquoi on avait 3 cas? Parce que normalement, dans les applications, le courant peut être linéaire, le courant peut être surfacique ou le courant peut être volumique. Si j'ai un courant linéaire, donc il y a tout simplement I. Si j'ai quelque chose de surfacique, on va introduire dans ce cas K. Et dans le cas volumique, comme ici j'ai une charge, donc qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir J. Les deux professeurs Biot et Savart nous avaient donné avant, au début de ce cours, 3 équations équivalentes. J dV qui est égal à KdS, qui est égal à IdL. Bien sûr, j'ai déjà donné la remarque, mais je vais vous donner la remarque de nouveau. Donc, J, c'est un vecteur, K, c'est un vecteur, dV et dS ne sont pas des vecteurs,
ne porte pas d'orientation. I n'est pas un vecteur. Par contre, dl est un vecteur. Donc, la partie de la force totale de Lorentz, qui est la partie de la force magnétique, je peux enlever JdV et remplacer, par exemple, par KdS dans ce cas. Et qu'est-ce qu'on obtient? On obtient dans ce cas la force magnétique élémentaire qui s'exerce pour des densités de courant surfacique. Aussi, si j'ai un courant linéaire, je peux enlever JdV ou KdS et remplacer par IdL. Et qu'est-ce qu'on obtient dans ce cas? On obtient dans ce cas donc la force magnétique élémentaire. Donc la force magnétique élémentaire dans le cas d'un courant, lorsqu'on appelle current filament, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire c'est un courant linéaire, un courant qui n'a pas d'épaisseur ou un courant qui n'est pas volumique. Donc qu'est-ce qu'on obtient dans ce cas? On obtient que la force magnétique élémentaire dF vaut tout simplement, donc j'ai éliminé JdV et je l'ai remplacé par IdL vectoriel B. Donc, de tout ce que j'ai déjà dit, l'étudiant devra mémoriser quoi? L'étudiant devra seulement mémoriser 3 équations. Il devra mémoriser, ça c'est la première équation, donc sans savoir toute la démonstration. Donc ça c'est la deuxième équation, donc et ça c'est la troisième équation. Et normalement, on a beaucoup plus à faire à des courants linéaires, donc on va voir beaucoup plus cette formule de force magnétique élémentaire. Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On ne va pas garder dF. Qu'est-ce qu'on va faire? On va passer de dF, donc de la force magnétique élémentaire, à la force magnétique totale. Donc, il va y avoir tout simplement une intégrale. Donc, on va voir à la suite qu'est-ce qu'on va faire. Donc, faites attention, regardez avec moi. Donc, qu'est-ce que j'ai obtenu? Donc, je peux calculer à partir de la force magnétique, donc à partir de la force magnétique élémentaire, je peux calculer 3 formules. Faites très attention. Donc, la première formule est la suivante. Ça, c'est la force magnétique totale qui s'exerce dans quel cas? Qui s'exerce dans les cas volumiques. Ici, ça c'est quoi? Ça, c'est la force magnétique qui s'exerce dans quel type d'exercice? Dans quel type d'application? Dans le cas des applications de courant surfacique. Et qu'est-ce qu'on va avoir aussi? On va avoir aussi, donc F, donc la force magnétique qui s'exerce. Donc la force magnétique qui s'exerce dans le cas d'un courant qui est linéaire, donc c'est pareil, donc IdL vectoriel B, mais dans la plupart des exercices qu'on voit, on voit un changement ou un switch entre DL et B, c'est-à-dire il commence par B, produit vectoriel avec DL. Vous pouvez me dire c'est la même chose, oui, c'est exactement la même chose. Mais juste, ils veulent commencer par B, c'est-à-dire c'est la densité de flux magnétique qui a donné comme conséquence la force magnétique. Donc, bien sûr, comme I est constant, I sort de l'extérieur de l'intégrale. Pourquoi c'est moins? Parce que lorsque je vais avoir A produit vectoriel avec B et je change avec B produit vectoriel avec A, il y a un signe négatif qui s'introduit. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu à l'école ou je ne sais pas ou si vous avez déjà vu, parce que ça c'est une formule très très connue, très très prisée. Donc normalement qu'on apprend avant d'arriver à l'université et qui est la force magnétique. Donc, le module de la force magnétique est donné par I, le courant continu, B, donc L, et sinus θ. Donc, sinus θ, c'est quoi? C'est tout simplement, donc, c'est l'angle entre la direction du courant et la direction du champ magnétique ou la direction de la densité du flux magnétique. Donc ça, on pourra l'utiliser sur n'importe quel circuit, par exemple, dans le cas d'un courant linéaire, ça peut être donc quelque chose qui est fermé ou ça peut être non. Donc, je peux l'appliquer sur n'importe quel circuit, sur n'importe quelle boucle traversée par un certain courant. Pour pouvoir bien comprendre cette notation,
on va traiter un exemple dans lequel le courant est linéaire. Donc, on va pas faire 3 exercices sur un courant surfacique, sur un courant volumique et sur un courant linéaire. Donc, on a choisi ici de faire un exemple d'application du calcul de la force magnétique dans le cas d'un courant linéaire. Donc, on va voir comment est-ce qu'on va appliquer cette équation de force magnétique. Comme je vous ai déjà dit, ce calcul de force magnétique est très important. C'est sûr d'avoir dans l'examen partiel un exemple portant sur le calcul de la force magnétique. C'est quoi l'exercice ici qu'on va traiter? C'est quoi l'exemple qu'on va traiter? Faites attention. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? J'ai ici donc un fil rectiligne infini. Donc, faites attention, qu'est-ce qu'on a exactement dans l'exercice. Donc, dans l'exercice, qu'est-ce que j'ai ici? Donc, ce que j'ai ici, un filament rectiligne infini, le long de quel axe? Le long de l'axe Y. Donc, faites attention. Donc, j'ai un filament rectiligne infini le long de l'axe Y qui est traversé par un courant continu qui vaut combien? Qui vaut 15 ampères. Dans quel sens? Dans le sens moins Y. Et on est, lorsqu'on dit, on est ici dans l'espace ou free space. Pourquoi? Pour pouvoir utiliser, si vous vous souvenez, pour pouvoir utiliser la perméabilité qui est mu0. Donc, mu 0 qui est égal à 4 pi fois 10 puissance moins 7 pour ne pas multiplier cette perméabilité par la perméabilité relative mu r. Donc, faites attention. Donc, j'ai ici un filament rectiligne infini le long de l'axe Y qui est traversé par un courant continu, bien sûr. Il faut toujours se souvenir que dans notre cas, que dans ce cours, tous les courants sont continus. Il n'y a pas de courant alternatif, c'est-à-dire il n'y a aucune variation avec le temps. Et qu'est-ce que j'ai de l'autre côté? J'ai de l'autre côté ici, j'ai une boucle. Donc j'ai ici, qu'est-ce que je vais avoir ici? Donc j'ai une boucle. Donc j'ai une boucle. Cette boucle, elle est traversée par un courant continu qui vaut 2 milliampères. Et 2 milliampères, donc faites attention donc, au sens de circulation de courant. Donc c'est dans ce sens de circulation que le courant traverse cette boucle. Donc, et quelle est la question? La question est donc calculer la force magnétique qui s'exerce sur la boucle traversée par un courant de 2 milliampères. Lorsque je dis calculer la force magnétique qui s'exerce sur cette boucle, c'est-à-dire cette force magnétique, elle est issue de quoi? C'est quoi la cause de cette force magnétique? La cause de cette force magnétique est le filament rectiligne ou le courant qui traverse le filament rectiligne. Donc, faites attention. Qui est la cause? Donc, la cause, c'est le courant qui circule dans le filament rectiligne infini. Et c'est quoi la conséquence? Il va y avoir une force magnétique qui s'exerce sur quoi? Qui s'exerce? C'est pas sur lui-même, bien sûr. C'est la force magnétique qui s'exerce sur l'autre circuit. Qui est l'autre circuit dans ce dessin? L'autre circuit dans ce dessin, c'est la boucle carrée qu'on peut voir ici. Donc, c'est la force magnétique qui s'exerce à partir donc du champ magnétique ou la densité du flux obtenu à partir du filament rectiligne infini. Et sur quel circuit? Sur la boucle, sur cette boucle carrée ou sur cette boucle rectangulaire ou sur n'importe quel élément qui se trouve où cette boucle? Cette boucle se trouve, si vous regardez, elle se trouve dans le plan XY et aussi le filament rectiligne aussi, il se trouve donc dans le plan XY, il est le long de Y avec un courant qui se dirige le long de moins AY. Donc, il faut faire attention. Donc, mais qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Je vais vous remontrer la formule pour qu'on réfléchisse ensemble. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas? Regardez, c'est quelle formule qu'on va utiliser? La formule qu'on va utiliser, ce n'est pas la force dans le cas volumique, ce n'est pas la force dans le cas surfacique, c'est tout simplement cette expression de la force magnétique qui s'exerce
Donc, dans un courant, donc qui s'exerce dans un courant linéaire ou dans un courant qui n'a pas d'épaisseur ni de volume. Si je vais regarder ici, si je vais commencer, il faut faire très attention. C'est quoi B? B, si vous vous souvenez, qu'est-ce qu'on avait dit au début? On avait une particule chargée qui traverse un milieu ou un environnement dans lequel il se trouve H ou B par conséquence. Donc, c'est-à-dire B, c'est quoi? B, c'est la densité du flux magnétique qui est issu de quoi? Qui est issu du fil ou qui est issu du filament infini rectiligne le long de AY. Donc, il faut faire attention. Donc, B, c'est quoi? B, c'est la cause. La cause ici pour nous, c'est quoi? La cause ici pour nous, c'est le filament rectiligne infini. Donc, ce filament rectiligne infini, il va donner H et par suite, on va pouvoir calculer B. Donc, ça, c'est B dans ce cas. Mais par contre, pour nous, I, c'est quoi? Si vous vous souvenez, IDL et tout ça, JDV, ça vient de quoi? Ça vient de la particule chargée. Pour nous, ici, on n'a pas exactement une particule chargée, mais à la place de la particule chargée, qu'est-ce qu'on a? On a cette boucle qui est traversée par un certain courant. Donc, c'est quel courant qu'on va utiliser? C'est le courant de la boucle carrée qu'on va utiliser. DL ici pour faire l'intégrale, c'est quel DL? DL sont ceux ou sont les segments qui correspondent à la boucle carrée ou à la boucle rectangulaire. Donc ça, B correspond au circuit 1. Donc si je vais dire ici, donc force 1, 2, pardon. Donc c'est quoi? Ça c'est B1. Par contre, pour I, je vais mettre 2. Et pour DL, je vais mettre 2. Donc B1, c'est la cause. Donc 1, donc la force magnétique qui s'exerce de 1 sur 2. Donc 1, c'est la cause. La cause, c'est quoi? C'est le filament rectiligne ici qui a donné H et par suite, il va conduire à B. Donc c'est pour cela que j'ai mis B1. Par contre, pour I et DL, c'est quoi? C'est le courant du circuit 2 et DL du circuit 2. Donc maintenant, on va pouvoir retourner à l'exemple. Donc, pour bien savoir qu'est-ce qu'on va faire. Donc, nous, on va appliquer cette formule. Faites très attention. Donc, nous, on va appliquer cette formule. F égale moins I, intégrale ici. Pourquoi ici c'est fermé? Parce que la boucle est un circuit fermé dans ce cas. B, produit vectoriel avec des L. Mais c'est quel B? Regardez avec moi, c'est quel B? C'est le B qui est ici, mais c'est le B qui vient de H. Et H, ça vient de quoi? Et H, ça vient du filament rectiligne illimité traversé par un courant qui vaut 15 ampères. Donc ça, il faut faire attention à ne pas confondre, s'il vous plaît, entre B, c'est-à-dire entre le circuit 1 et le circuit 2. Donc H, dans ce cas, c'est quoi H? Si on va retourner au cas de la figure, c'est quoi H dans ce cas? Donc je vais calculer, je suis obligée de calculer le champ magnétique issu d'un filament rectiligne infini. Est-ce qu'on va refaire le calcul ici? Est-ce que vous allez refaire le calcul dans l'examen partiel? Non, on ne va pas refaire le calcul. Qu'est-ce qu'on va mettre tout simplement? Faites attention avec moi. On va juste écrire la formule finale. C'est quoi la formule finale qu'on devrait savoir dans le cas du partiel? Que l'intensité du champ magnétique H, elle n'est autre que I sur 2pi. Mais on ne va pas mettre directement X. Qu'est-ce qu'on avait avant? On avait ρ. Et ici, qu'est-ce qu'on avait? Ici, on avait A phi, si vous vous souvenez. Qui peut me dire ici pourquoi à la place de ρ, on va avoir X et pourquoi à la place de A phi, on va avoir AZ? Est-ce que quelqu'un pourra me dire pourquoi dans ce cas, ρ est remplacé par X et phi est remplacé par Z? Oui. Est-ce que vous avez une réponse, s'il vous plaît? Distance entre le source et l'observateur ou suivant X. Oui. Donc, هنرجع على الصورة اللي قبلها juste pour lorsque tu expliques, ce sera plus clair. Donc, faites attention avec moi. Donc, ρ normalement, c'est quoi? Donc, ici, c'est la perpendiculaire. Donc, elle va être le long de quel axe? Si tu peux réexpliquer de nouveau. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc, ici, ça, c'est le long de quel axe? Donc, ici, je vais avoir X.
Ok, bravo. Et pourquoi AFI est remplacé dans ce cas par AZ? Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? الرجل de la main droite تطلع معنا suivant Z. D'accord. Est-ce que tu te rappelles, on avait dit qu'il y a deux possibilités pour savoir AFI si on désire remplacer AFI dans le cas des coordonnées cartésiennes. Est-ce que tu te souviens, l'une de ces deux techniques, c'était la première règle de la main droite, mais on avait une autre méthode. Est-ce que tu te souviens, c'est quoi? On pouvait utiliser quoi? Biot-Savart. Oui, bravo Alec, on pourrait utiliser la loi de Biot-Savart. On va pas refaire tout le calcul, on va juste faire le produit vectoriel, mais bien sûr, ce qui est le plus simple, c'est de pouvoir appliquer ici, dans ce cas, donc la première règle. Donc ici, je vais appliquer la première règle de la main droite. Et pourquoi ça nous a donné plus AZ et non pas les deux possibilités? Pourquoi, à ton avis? Donc, c'est quoi la première règle de la main droite? On va mettre notre pouce, donc on va mettre notre pouce ici le long du courant, donc ça c'est le pouce, et on va tourner les 4 doigts restants de la main droite. Mais qu'est-ce qu'on va avoir? C'est possible d'avoir plus AZ, et si on continue, on va retomber sur moins AZ. Mais pourquoi nous, on va s'arrêter sur plus AZ? C'était une remarque que j'ai déjà donnée avant. On s'arrête sur le point d'observation. Bravo Aleki. On va s'arrêter sur le point d'observation. Donc, ici, j'ai mis la direction de mon pouce et j'ai tourné ici. Donc, je peux m'arrêter ici, soit je peux continuer. Mais, comme a dit votre collègue, je dois m'arrêter là où on a les points d'observation. Et ils sont où les points d'observation? Regardez, ils sont dans cette partie. Donc, où est-ce qu'il faut s'arrêter? Il ne faut pas continuer donc à tourner mes 4 doigts de la main droite. On va s'arrêter. Donc, on va s'arrêter dans ce cas. Et qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir, طلعوا معي إذا أنا بمسك الكوران هيك وببرم إيدي أوتوماتيكمان عم لاقي les 4 doigts عم يطلعوا لفوق. شو يعني عم يطلعوا لفوق؟ إذا بجي بتطلع ce n'est pas X, Y, ça va être la direction Z. Donc, si on va retourner attention avec moi. Donc, I s'est remplacé par 15 parce que le courant est constant. Ici, ρ tout simplement est remplacé par X. Donc, ici, j'ai X. Et bien sûr, on a remplacé AFI par AZ. Donc, est-ce que j'ai une intensité du champ magnétique qui est toujours constante? Est-ce que j'ai avoir ici une intensité du champ magnétique qui est uniforme ou non uniforme, à votre avis? مدام بس في اسال سؤال. Est-ce que c'est uniforme? تفضل. اذا كنا عم نعمل هيدي الرجل دومان دروات Oui. الكاتر دروا ايام هن بيكونوا عم بيدلوا طلوع، بس اذا كان في كومبوزانت تاني غير الازات كيف بدنا نعرف؟ انتبه، اكيد معك حق. نحن هون عم نشتغل على اكزرسيسات كلها بقلبها سيمتري، يعني لو فيلامون ريكتيليان انفيني عنده كومبوزانت وحده، صح ولا لا؟ يلي اشتغلنا عليهم 90% كان عندهم composante وحده. Sinon, tu peux pas appliquer dans ce cas la première règle de la main droite. La première règle de la main droite s'applique lorsque tu as une symétrie qui peut te donner uniquement une seule composante. انتبهت؟ يعني انت كل هيدا الحكي اللي عم نحكيه نحن عم نشتغل على une seule composante. اذا عندك اكثر من une seule composante انت ساعتها بتشوف الديكومبوزيشن وتشوف quelle est la direction de ces deux composantes. انتبهت؟ La première règle de la main droite s'applique dans le cas عطول الكل هو بارت كومبوزانت. Oui. اوكي ماشي. انتبهت وبتتذكر بس في مره قلت دو كومبوزانت بس ما حليتها. اسكو تو تسوفيان؟ متذكر؟ باكزرسيس اشتغلتوا على اون سول كومبوزانت بس قلت ممكن هيدا اذا اشتغلتوا بغير كونديسيون يطلع عندي دو كومبوزانت. اسكو تو تسوفيان؟ متذكر شيء؟ متذكر كان في ديسك بس. برافو عليك. مش ديسك، لما كان عندي كورون سيرفاسيك، لما كان عندي انو او سبير سيتي ان كورون لينيير. متذكر وين كنا اخذين لو بوين دوبسيرفاسيون؟ لو بوين دوبسيرفاسيون كانت اخذته كاكا بارتيكولير على الاكس. بس لو كان انا خطر لي ما اخذه على الاكس، كومبيان دو كومبوزانت بده يطلع معك ساعتها؟ بده يطلع معك دو كومبوزانت. ساعتها ما حتشتغل على الريغل دو لا مان دروات، انت حيبينوا معك اوتوماتيكمون سيتي كوا. C'est quoi dans ce cas? Donc, la question que je vous ai demandé, je vais la répéter. Est-ce que H ici est uniforme? Non, H ici n'est pas uniforme. Pourquoi? Parce qu'il dépend de X. Donc, ici, j'ai une intensité du champ magnétique qui n'est pas uniforme. Lorsque je dis uniforme, c'est-à-dire qu'il n'est pas constant.
De H, je peux calculer B. Pourquoi ici, ils ont utilisé mu0? Parce qu'on est dans l'espace, on est in the free space. Donc, on va tout simplement utiliser mu0. Donc, mu0, c'est quoi? Il ne faut pas oublier mu0. في عالم يوم البارtiel بيسألوني Madame Jean Zakrina, c'est quoi mu0? Mu0, il faut se souvenir de la valeur de mu0 qui est égale à 4 pi fois 10 puissance moins 7h. Donc, on a éliminé h et on l'a remplacé par son expression. On a éliminé aussi pi. On a obtenu 3 fois 10 puissance moins 6 sur x à z. Bien sûr, c'est quoi l'unité de b? L'unité de b, bien sûr, est en Tesla. Donc, jusqu'à maintenant, jusqu'à ce stade, qu'est-ce qu'on a calculé? On a calculé B que je peux baptiser comme étant B1. Qu'est-ce qu'il nous reste à calculer? I, on l'a. I, c'est quoi? I, c'est le courant qui traverse la boucle carrée. Il faut tout simplement calculer cette intégrale. Et comme dans ce cas, on a une boucle rectangulaire ou carrée qui est traversée, qui est décomposé en 4 morceaux ou en 4 segments. Donc, cette intégrale va être décomposée en combien de sous-intégrales? Elle va être décomposée en 4 intégrales où chacune des intégrales va porter sur un segment particulier. Donc, c'est ce qu'on va faire à la suite. Regardez avec moi, donc, qu'est-ce qu'on va voir à la suite? Ça, c'est de nouveau la figure. Donc, ça, c'est l'expression de la force magnétique qu'on est en train de calculer. 3 fois 10 puissance moins 6 AZ sur X, ça c'est quoi? Ça c'était qui venait donc de B. Et ce qui manque ou ce qui reste, ça vient de quoi? Ça vient de I. Quel I? I2. C'est quoi I2? C'est le courant qui traverse la boucle rectangulaire. Donc faites attention avec moi. Normalement ici c'était moins I. Quel I? حدا بيقول لي قبل ما تقطع الكونيكشن, c'est quel I qu'on va avoir ici? Est-ce que c'est I qui vaut 15 ampères ou est-ce que c'est I2 qui vaut 2 milliampères dans ce cas? I qui vient de la particule chargée, qui vaut 2 milliampères. Bravo Alec. Donc ça c'est I2, donc ça vaut 2 milliampères. N'oubliez pas le signe négatif, ليش حابين يبلشوا بالB منهم حابين يبلشوا بالDL. Donc faites attention. Donc on a pris ça à l'extérieur, 3 fois 10 puissance moins 6 qui provient de B1, AZ sur X c'est pareil. Donc qu'est-ce qu'on va changer? On va changer DL. Donc ça c'est DL1, DL2, DL3 et